moi, c'est déjà quelqu'un qui sait écouter. On a fait un truc formidable dans Rumeurs Urbaines, c'était à la limite, on a fait on a planté avec des gens qui avaient une tente, les Khaïma, les tentes bédouines, on s'est mis en pied de cité. On a fait un truc incroyable. La France Culture sont venus faire un reportage, je ne revenais pas. Pied de cité comme ça. Et j'ai dormi moi, sous la tente. Hein. Cité dangereuse, comme on dit aujourd'hui, diraient les médias. Voilà. Avec les copains, c'était vraiment des enfants du désert, hein, qui vivent en banlieue maintenant. Ils sont partis dans le sud. Je me souviens que de son prénom, je m'excuse, Farid. C'est Farid. Et puis il avait son cousin, donc c'est un peu de tradition Gnawa, donc il joue. Et on s'est mis là, et dans ce lieu-là, donc c'est un lieu de vie, il y a eu des spectacles, il y a eu des rencontres. Même des projections. Ça tombait bien, c'était le moment par rapport à la composante, comme on dirait, sociologique du quartier. C'était le ramadan. Donc comme on est resté sur 2-3 jours, les femmes sont même venues préparer un repas que les pauvres sont venus manger. Donc on a fait un repas. Et puis le lendemain, il y a eu toute la journée entière, tout le samedi, c'était le vendredi soir, on parlait, et le samedi, toute la journée, il y a des choses qui sont passées, que les gens venaient. 400 personnes sont passées dans cet endroit-là. Bon, on a d'occuper d'autres espaces. C'est super. Comme quoi la parole aussi peut véhiculer des choses comme ça, très fortes, d'envie de se rassembler, de partager. Voilà, ça c'était né. Et j'ai eu tort de ne pas l'intégrer au festival. Ça aurait été, comme je vois aujourd'hui dans certains festivals, ils ont des Magic Mirror. Vous voyez de qui je veux parler. Mais là, voilà, et c'est très très bien. Voilà, je ne suis pas contre ça non plus. Il faut que chacun des influences, des rencontres. On n'est pas toujours obligé de mettre les gens par terre sur des tapis, hein, je suis d'accord. Hein. On peut être attablé, on peut boire de la bonne bière. Hein. D'ailleurs, nous, on buvait du vin, hein, je vous rassure. Même pendant que c'était le ramadan. Hein. Parce qu'il y a des femmes qui ont participé, je leur ai dit, on sort les bouteilles de vin, il n'y a pas de raison. Ah ben, c'est ramadan, ben, dis donc, il ne manquerait plus que ça. C'est nous qui invitons. Les gens, ils mangent, c'est ramadan, mais nous, on boit du vin, Il n'y a pas de raison. Et non, c'est la seule chose, le regret que j'ai eu. J'ai rarement des regrets comme ça, d'avoir abandonné un espace comme ça, aussi humain, où les gens d'endroit, ça devient leur lieu. Mais il ne faut pas que ce soit à eux. Des fois, j'entends des choses comme ça. Il faut que ce soit lieu qu'ils partagent. Donc qu'ils acceptent aussi. C'est ça qui peut être très intéressant, cette tolérance-là. On y a participé, mais voilà, c'est chez vous. Continuez à dire ce mot-là. C'est beau quand, des fois j'entends sur France Culture, ils disent « Vous êtes chez vous, France Culture », j'adore cette phrase. Et j'aimerais dire toujours pareil au festival européen, vous êtes chez vous, attendez, mais attention, ne partez pas avec les clés quand même. Les clés même, on n'en a pas beaucoup, mais vous êtes chez vous, venez avec vos propositions, venez avec vos cœurs, participez. Je suis parti en Algérie, on m'a mis dans un avion pour aller planter des arbres en Algérie, voilà, moi jeune, issu de l'immigration et qui se retrouve. Okay. Mon père. Ah oui, c'est mieux de le préciser. Mon père, oui, mais c'est pas que lui, c'est aussi la vie.
Voilà. Je l'associe à plein de choses, c'est pas que lui. C'est pour ça que je dis on. Mm. C'est pas pour le. Non, non, il y a mon père, lui, il y a participé, mais. Puis la vieille coccinelle qu'il avait orange, qui a brûlé sur l'autoroute à cause de moi. Donc j'ai fini dans un taxi, et puis après j'ai failli rater l'avion, et j'en ai raté un d'ailleurs, j'ai pris le deuxième, enfin c'est grand comme puis je suis arrivé. Bref, c'était un moment de ma vie assez troublant et trouble. Et bref, au bout de 2 ans et demi, presque 3 ans de vie en Algérie, sur les hauts plateaux, loin de la France, personne ne me rend visite. Je reviens en France et je rencontre un copain qui tourne dans un film qui parle de la banlieue. Ça s'appelle Nasreddin Hoxha au pays du business. Je ne connais pas Nasreddin Hoxha au pays du business. Je le connais, par contre, Pif est vaillant. Mais après, je raconterai comment je connais Nasreddin Hoxha au pays du business. Et le personnage de Nasreddin, bien sûr. Mais je ne savais pas à l'époque, à l'orée des années 80. Et je me retrouve dans ce film, un film à la fois documentaire, BD, puisqu'il y avait la BD de ce personnage de Vaillant, qui est une sorte de Robin des Bois turc, et aussi fiction. Moi, je joue que la fiction. Je dis au metteur en scène, moi, je ne veux pas parler de la banlieue, ça ne m'intéresse pas de parler. Je suis déjà anti-beurre, anti-banlieue. Pourquoi parler de la banlieue? Mais en même temps, j'y participe. Je suis titillé par l'expérience. Et donc, je joue, et il y avait un caméraman qui est mort, qui était le caméraman, enfin, chef opérateur de Miller, de plein de gens, qui s'appelait Dominique Chapuis, et maintenant qui a fait le long voyage, et qui me dit à chaque fois, à chaque prise, t'es bon, tu devrais faire du théâtre, toi. Et le hasard fait que je marche dans Paris, je rencontre un vieux copain avec qui je logeais dans un appartement, enfin moi tout en bas, enfin tout en haut plutôt, et eux tout en bas dans un grand appartement, chef d'éco, qui est parti aussi, qui a fait le long voyage. Et Louis Bercute, et qui me dit, je lui dis, ah Louis, comment tu vas, toi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, bah je reviens de... Bref, je raconte ma vie, et je lui dis, mais tu sais, je voudrais faire du théâtre. Bah, il me dit, bah écoute, Jean-Luc Boutet, qui est aussi un grand metteur en scène, qui est parti, grand comédien, ils sont tous partis, là. Mais oui, c'est une époque, malheureusement, il y en a plein qui sont partis, et il me dit, écoute, il m'a parlé d'une école, et je vais dans cette école, comme ça, au hasard, Studio 34, je cherche, je trouve pas, puis je finis par trouver rue Richer, à côté des Folies Bergères, et je rentre dans cette école. Et l'école m'attendait, et le théâtre m'attendait. Et donc je fais une formation de comédien basique. Voilà, et je suis devenu comédien, je suis même devenu professeur d'art dramatique, parce que le directeur m'a dit, toi tu seras directeur de troupe, et toi tu seras professeur d'art dramatique. Donc, et j'étais déjà assistant en tant qu'élève. Et j'ai commencé mes premières mises en scène en tant qu'élève, qui m'a conduit jusqu'en pays helvète, voilà, faire un truc sur Meurer-Chisgal, les dactylos, travailler sur Shakespeare, travailler sur plein... Et puis rencontrer aussi d'autres compagnons qui m'ont emmené vers un théâtre plus gestuel, qui eux sont partis chez Lecoq, la grande école. Voilà, donc, et puis déjà des expériences de vie, comment raconter la vie. C'est pas pour rien qu'après j'ai été attiré par le récit. Et je suis comme ça, entré dans des troupes, avec des compagnies, en commençant à créer la mienne, voilà, avec bien sûr les copains, c'est toujours comme ça, on sort de la formation, au bout de 3 ans d'art dramatique, on s'associe, on a des affinités. Et j'ai fait un parcours de comédien jusqu'à ce fameux jour où à force d'aller voir un directeur de théâtre pour lui demander à Colombes, où je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'ai fini par m'installer, moi qui étais redevenu parisien, je suis de la banlieue, je suis d'Aulnay-sous-Bois, dans le 93, et donc je suis allé rencontrer la maman de mes enfants, me poser un petit pavillon délabré de banlieue, pas jardin, les lilas, des lilas en fleurs. Et j'allais voir ce directeur d'une MJC Théâtre de Colombes. Et à chaque fois avec l'autre compagnon de route et que j'étais, on allait avoir des projets un peu... Il me dit, mais tu peux pas, t'en as pas marre de monter ces projets? T'as pas des trucs à toi, de ta culture? Et ma culture, et j'ai commencé, c'est intéressant parce que c'est vraiment un moment clé.
quelle culture? L'identité culturelle. Ça veut dire que lui, tout de suite, il projetait des choses en moi, que moi, j'avais volontairement, je ne les mettais pas en avant pour moi. J'essayais de faire du théâtre, je voulais jouer tout ce qui était possible, voilà, mais pas un rôle qui s'apparenterait à ce que, parce que je serais, tu vois où je veux en venir, culturellement proche de ce rôle. Voilà, non, pas du tout, c'était pas du, j'ai pensé pas. Et j'ai dit, je venais de découvrir Nasreddin Hoxha, les recueils. J'avais vu une seule conteuse de ma vie, parce que à près de Jussieu, elle s'appelait Mimi Barthélémy il y a quelques années. Je ne connaissais rien au conte, enfin c'est faux, je vais en parler pour faire après, comment je connaissais quand même le conte. Mais j'avais oublié. Mais j'avais oublié parce que le passé, voilà, il était loin, il s'était dilué. Et je lui ai amené ce texte de Nasreddin que moi je connaissais, je lui ai dit je vais faire du théâtre d'ombre. Moi j'ai fait du théâtre. Donc je vais faire du théâtre, j'ai appris à jouer. Donc j'ai j'ai demandé un éclairagiste, un musicien, j'ai cherché tout de suite un big musicien, il m'en fallait un bon. J'ai trouvé un Nello Capuano qui est comme ça, une queue de cheval, on sait italien, on sait qu'il jouait de tout ça. Au début j'ai eu un mec qui s'appelle Agnel, qui est un super... Il m'a dit, écoute, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, écoute, t'es pas dans mes cordes financièrement. Ah oui. Mais c'est super ton projet, mais voilà. Mais je suis un autre qui est plus... Dans tes cordes. Ouais, dans tes cordes, troubadour et tout. Et c'est bien parce qu'il jouait de tout, lui. L'autre était bien un peu spécialisé. Depuis que je l'ai vu, c'est un très grand musicien. Et un Nello Capuano que je salue si jamais un jour il entend cela, parce que ça fait des années que j'ai perdu sa trace, je ne sais pas où il est à travers le monde, qui a vécu en Inde, qui a vécu près des maîtres là-bas, qui a appris à jouer, qui a vécu dans plein de pays, au Maroc en 5 ans, 5 ans en Inde, bref. Et qui était beaucoup plus âgé que moi, avec les yeux comme ça, avec l'accent italien de Bologne. Et il m'a accompagné, il m'a fait un spectacle, et dans ce spectacle d'ombre, à un moment donné, moi bien sûr je raconte. Je viens avec un turban, affublé, tout ça. J'allais jouer avec, bien sûr, comédien. Hein. Au début, je faisais de l'ombre. Hein. Je racontais, j'arrivais, on me voyait avec ma grande ombre, petite ombre, sur mon âne, tout ça. Je faisais plein de trucs. Puis je parlais derrière, puis j'arrivais dans le public, au passage au noir, j'apparaissais et je racontais des histoires. Par thème. Puis le musicien. Et à un moment donné, je fais tomber mon chapeau. Et les gens, avec mes cheveux, se mettent à rire. Et moi, j'étais... Bien sûr, je pensais que ça allait prêter à rire, mais pas autant que ça. Et d'un seul coup, je vois, et avec le rire, je joue avec. Et d'un seul coup, un personnage est commencé à apparaître. Et puis, surtout, les gens ils m'ont dit, mais tu racontes bien, t'es conteur. Et c'est la première fois qu'on m'a dit que j'étais conteur. Moi, on m'a jamais dit que on m'a dit, tu es conteur? Non. Bah, si. J'ai écouté une émission sur culture et ça parlait d'un homme qui s'appelle Mon vieux et moi, un roman d'un Québécois, et Pierre Gagnon. Donc j'écoute ça, formidable, un homme qui est à la retraite, qui adopte un homme de 99 ans. Je dis, c'est une super histoire, je vais l'acheter tout de suite. Hein. Et je te dis ça, je dis, c'est une bonne matière, je mets ça de côté. Et puis, un peu de temps après, un an, peut-être 2 ans, je dis, tiens, entre-temps, j'avais dit que c'était un projet qui m'intéressait, et j'ai dit, je veux monter. Voilà. Et je vous dis, je vais en faire une forme courte. Voilà. Puis après, c'est dommage, je ne peux pas raconter ça tout seul. Mais il y en a qui ont cru que j'allais raconter ça tout seul, 2 personnages, même 3. Puis je m'en suis gouillé un, puis je vais regarder les 2 principaux, puisqu'il y avait un 3e, un copain. Et en fin de compte, l'appétit vient en mangeant, je viens chercher un autre copain comédien à qui je dis, je présente ça, qui est plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi, Pierre. Enfin, tu sembles plus âgé que moi, beaucoup plus. Et donc, je le cherchais, il pensait qu'il allait jouer le vieux. Je dis non, c'est moi qui vais jouer l'homme de 99 ans. Et je commence le travail. Et je vais chercher Julien Bouffi, avec qui on avait fait déjà Terminal 2, on s'était pas revu depuis. Et donc il m'a travaillé. C'est intéressant parce que il m'a dit, oh non, toi tu vas pas, on fait du théâtre maintenant. Donc on supprime ça. On a décortiqué, on a presque enlevé. C'est devenu presque un spectacle très visuel, avec une très belle image de la fin magnifique. Et avec plein de trouvailles comme ça.
Et on l'a montré et il manquait des choses. Il manquait du texte et du coup du fond. Et les gens attendaient que je raconte des histoires par rapport à ça. Il y en a plein. Eh oui, il y en a plein, même des directeurs de théâtre qui se sont dit peut-être qu'il va faire un truc là-dedans. Puis il est conteur, puis on me présentait toujours comme conteur. Il y en a qui me connaissent que dans ce champ-là. Puis il y en a qui m'ont découvert, ils pensent que je suis un homme que de théâtre. Et quand je leur dis je suis conteur, oui, t'es conteur. Mais ça passe ce que je raconte, ils m'ont jamais vu raconter. Du coup, c'est très, très. Ma position est très, très jouissive même de ça. Et parce qu'on dit, oui, soyez, déconnectez-vous de toutes les. Voilà, soyez ouverts, ne cloisonnez pas les gens. On fait la même chose. On essaie de partager des textes qui sont porteurs d'idées ou simplement peut-être de sentiments, et des fois les deux mêlés, de conflits, de plein de choses comme ça qu'on ait envie de partager ça ensemble. Bref, et donc, j'ai repris à un moment donné de l'étape de travail et j'ai réintroduit des légendes. Et ça a donné du sens. La chose importante, comme on le compte, c'est qu'il est porteur de mémoire. Et s'il est porteur de mémoire, ce que dit déjà dans l'auteur, il est porteur d'histoire. Et je me suis mis, c'est lui qui raconte les histoires. Et l'autre ne sait pas raconter. Et ce qui est beau dans ce spectacle-là, qui malheureusement n'avait pas beaucoup tourné, il a joué un peu, il a une vie quand même, il va encore avoir une vie, c'est qu'on est dans la transmission. Et que mon homme de 99 ans, mon vieux Léo, il donne à Pierre, le personnage de 60 ans, il donne envie de raconter. Et déjà de se raconter. Et il parle de son lien avec son père, qui est très très... Un lien il n'y a jamais eu de lien entre les deux. C'est très beau, on comprend pourquoi. Du coup, il a adopté ce vieux, parce qu'il n'a jamais pu s'occuper de son père. Il n'est jamais arrivé. C'est pas une question qu'on me pose, qu'on se pose d'ailleurs, ou alors c'est pas posé dans ces termes-là. Une définition du conteur. Bon, déjà, souvent on va avoir rapidement à l'idée qu'un conteur, c'est quelqu'un qui est habile dans sa façon de faire vivre une histoire, de faire avancer une histoire, de créer tout un imaginaire aussi autour de l'histoire. Quelqu'un qui sait manier les mots aussi, les faire résonner. Et c'est pas du tout pour ça. Ça pour moi, un conteur. Non, c'est ça, pour moi, c'est déjà quelqu'un qui sait écouter. Bizarrement, je partirai de ça, j'entends l'eau qui va bouillir et à un moment donné, il faudra arrêter, pas tout de suite. Moi, on m'a jamais dit que on m'a dit, tu es conteur? Non. Et on m'a parlé, quelqu'un est venu me voir, de paroles d'hiver. Et j'ai téléphoné à Eric Premel, parce que par une copine, voilà, c'est toujours comme ça, les amis des amis. Et Eric Premel me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, moi, viens avec quoi? Et donc j'ai préparé un spectacle avec un musicien que j'ai rencontré depuis, Ali Mercache, et j'avais préparé un truc sur Sinbad le marin. Je cherchais, un conte, faire du conte traditionnel. Et je suis arrivé donc à Dinan, là, où j'ai vu que c'était la journée professionnelle. Donc il m'avait, formidable, il paye le trajet, l'hôtel, et il me paye un petit cachet. Donc on m'a présenté. Et quand je vois les choses qui passent devant moi, dont Achille Grimaud, les gens c'était que du moderne, quoi. Alors là, il y avait plein de choses modernes. Je dis, non, je suis décalé. Je dis, on peut pas faire comme ça. Je vais faire une impro. Et je fais une impro. Avant, je raconte comment on est bloqué à la gare avec Ali Mercache, contrôle et tout ça. Et puis qu'il y a puis il y a un truc complètement fond avec un vieux loup de mer qui commence à nous raconter une histoire. Un truc, j'invente un truc comme quoi on va à Groix. J'improvise. Hein.
Mais du coup, tu dis rien de Sinbad. Ah si, après je Ah oui, commence... et tu arrives à Sinbad. J'arrive au récit de Sinbad. C'est comme le vieux loup de mer qui me raconte des histoires. D'accord, c'est ça. T'es en train de te foutre ma gueule, tu connais quoi? Maman, moi je raconte des trucs. Bon, bref, je m'en souviens pas vaguement. Et donc c'était un film. Et à la fin de ce chose-là, je m'en souviens toujours, il y a Maël Le Goff, c'est la première fois que je vois Maël Le Goff de ma vie, qui me dit c'est vachement bien le début là, mais alors le reste, j'ai déjà entendu mieux. Hein. Et puis d'autres qui viennent me voir et ils me disent ouais, ils demandent mes coordonnées. Quoi, ouais. Et j'ai été invité à un festival de contes. Donc avec ça, et j'ai pas tourné. J'ai commencé à tourner avec ce Sinbad, et puis après j'ai fait un truc, une parodie, je regardais des contes du désert, comme ça. J'ai entendu une histoire qui durait 10 minutes, j'ai dit c'est pour moi ça. J'en ai fait 1h45, moi, d'improvisation. Alors, j'ai une question Ouais. de précision. Ouais. Sinbad, le texte était plutôt fixé ou tu avais beaucoup de marge d'impro, beaucoup de latitude? Et très, très juste, bonne question. Moi, j'étais rigoureux, et donc moi, je disais le texte. Quoi. Et c'est ce que je faisais, c'était tout le travail gestuel, tout le travail de scénique. Ouah, je vois la culture, bon, bah, c'est très physique, quoi. Et puis, de seul coup, quand il fallait jouer les émotions, je jouais les émotions. Donc, tu m'as dit, tu m'as découvert dans ce travail quand je fais sur Ulysse, sur l'Odyssée. Donc là, des fois, j'incarne, et puis après, bon, je conduisais le récit. Voilà, et donc j'ai commencé à tourner avec un ou deux choses, et rapidement j'ai eu cette rencontre. Tu me posais la question, quelle est la rencontre avec une histoire? Il y a deux histoires dans ma vie, comme ma mère, parce que ce qui était intéressant, c'est qu'après les gens ils te posent des questions, mais pourquoi Nasreddin Hoxha et pourquoi, comment tu es devenu conteur? Et après je reprendrai la suite, bien sûr, du parcours. Mais pourquoi je suis devenu conteur? Ben, tu vois, les choses se déposent et c'est la vie. Mes parents il y a un film sur mes parents qui s'appelle La tribu Akbal, enfin sur la famille. Et mes parents sont interviewés, j'ai déjà raconté souvent cette anecdote, on le voit non. Et ils sont allés voir un film sur il y avait Haroun el-Rachid. Et mon père a vu, quand on l'interviewe, il dit ouais, on a appelé Rachid parce qu'à cause de Haroun Rachid, le comédien, c'était un très bon comédien, il jouait bien. Hein. Et ma mère, elle dit il était beau. Alors, et du coup, si j'ai un fils, j'appellerai Rachid. Un prochain fils. Et donc, tu vois, Haroun, les mille et une nuits, on m'appelle Rachid. Une chose. Et quand j'étais petit, ma mère me racontait, il aime Djaha. Djaha chez les Kabyles, c'est Nasreddin. Mais vraiment, hein, je te le jure, que je n'avais pas fait. La connexion. Mais, la connexion, même quand je jouais dans le film. Je n'avais pas fait la connexion. Et à un moment donné, je dis, mais je les connais, ces histoires. Et après, j'ai interviewé mes parents, j'en ai plein, des heures et des heures d'interviews, ma mère les raconte. Et une seule histoire aussi. Et du coup, après, bien sûr, j'étais un enfant de banlieue et j'adorais aller en bibliothèque, moi. Et le rayon que je fréquentais le plus, c'était le rayon des contes. Et j'avais même des contes qu'on m'avait offert, les prix de l'école d'excellence, là, et j'avais les contes de la Pampa, tout ça, j'ai toujours regardé. Donc j'avais quelque chose en moi, du conte que j'aimais qu'enfant. Donc souvent on te demande, oui, qu'est-ce que racontait des histoires, et moi je ne disais jamais, oui, mon grand-père me disait Rachid ou ma grand-mère, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais raconté de choses comme ça, parce que j'avais un parcours que j'ai raconté, théâtral. Donc mais en fin de compte, j'étais complètement nourri. Et quand je me suis mis à raconter, la première fois, il y avait des Kabyles qui sont venus voir et m'ont dit t'es Kabyle, toi? Moi, je ne parle pas bien le kabyle. Mais quand je me mets à raconter, je prenais des attitudes et des sons kabyles. C'est incroyable comme les choses sont déposées, l'oreille, comment j'ai entendu les choses, comment mon père et ma mère, parce que mon père racontait un petit peu, mais surtout ma mère. Et ma mère me racontait deux histoires, dont une surtout, Tafounas d'Ivougir. C'est la vache des orphelins. Et je la connaissais. Et ma mère, elle multipliait parce qu'il y a des versions. C'était toujours long et d'autres. Et on se perdait toujours. Et je comprenais. Je disais à ma mère, je suis toujours perdu. Non, je ne comprends rien. Elle finissait jamais parce qu'elle avait autre chose à faire. Donc, donc ça avait un truc diffus aussi.
Tu vois, c'est pas comme quand je rediscutais avec des gens, ils disaient, bah oui, ils ont écouté une histoire de telle histoire, et ah oui, alors, ils allaient jusqu'au bout. Mais ma mère, elle jamais jusqu'au bout de l'histoire. Donc j'avais un truc très diffus, mais suffisamment intégré, pour moi qui n'ai jamais été intégré, comme on dit. Et c'est intéressant, ce processus de la mémoire, et puis aussi de l'histoire, comment elle rentre en toi, qui se dépose. Donc, La vache des orphelins, que je me suis mis à raconter il y a quelques années seulement. Comme je l'ai entendu. Il y a toujours les couches. Et ça, c'est vachement intéressant comme de se dire, d'être en capacité aujourd'hui de se dire, je peux faire ça, mais il y a des choses en moi qui sont déposées, qu'il faut que je laisse émerger, parce que c'est ça qu'on recherche aussi, cette vérité, ce côté naturel de raconter. Voilà, donc ça, ce conte-là. Et puis, ce conte qui est un peu... Parce qu'après, j'ai pas... Moi, tu sais, hein, voilà, ils se disent, qu'est-ce que tu racontes? 300 trucs, j'avais déjà vu ça, il y avait des catalogues, j'ai vu des conteurs, ils envoient des catalogues, sans les nommer. Oui, mais c'est très bien, je suis impressionné. Non, oui. Mais toi, tu es dans une recherche, puisqu'on peut parler de toi, Pascal, toi, c'est pas pareil, parce que tu suis un chemin. Il y en a, ils prennent les contes de ça, les contes de ci, les contes de ça, c'est dont je parle. Là, je m'excuse pour ce donc je me moquais, je me moque pas des gens, ne te moque pas, ma mère m'a dit, des gens. Je me moque pas des gens. Mais donc, moi, je n'avais pas fait de recherche profonde, comme ça, je ne suis pas passé par aussi une formation de conteur, des écoles, on va parler comme ça du Clio ou autre, qui que je trouve très belle même, et riche. Non, moi du coup, j'avais envie là, par rapport à raconter quelque chose de moi, je me suis dit, je vais faire œuvre de théâtre, en même temps, je vais commencer quelque chose. Mais inconsciemment, ça s'appelle Ma mère l'Algérie. Donc la question qui tue. Donc c'est le rapport entre conte et théâtre chez toi. C'est donc conte dans le théâtre ou le théâtre qui entre dans le conte? Ou peut-être une autre formule? Eh ben, les deux, mon général. Oui, j'aime ça d'être à la fois dans ce double exercice. Alors, on peut dire que quand on voit Ma mère à l'Algérie, c'est intéressant, pour ça que je les ai pris comme ça pour parler de la matière maintenant. Donc c'est une histoire, quand je la raconte sur un plateau, par exemple de théâtre, parce que je peux la raconter aussi en bibliothèque ou dans la rue, je l'ai raconté dans l'espace urbain, voilà, ou en place, comme on dit. Alors, il y a de la lumière. Donc la lumière déjà définit les espaces. Moi, je bouge. Donc je suis dans un rapport à ce que le geste raconte quelque chose. Voilà. Donc il y a quand même le récit qui conduit. Et je suis dans un rapport au public. Donc je suis un rapport là direct. Dans Ma mère Algérie, ce seul spectacle, et où je vraiment plus que quand ça m'a déjà arrivé de raconter par exemple un récit des milliers de nuits, une des nuits comme on dit plutôt, ou plusieurs nuits, mais je ne suis pas forcément dans l'adresse. Ma mère Algérie, sciemment je suis dans l'adresse. Je bouscule le public, voilà, je me sers de ça, je joue avec lui, je le fais même acteur, parce que je l'emmène à se libérer. Parce que je joue sur une corde très sensible où je fais rire et l'instant d'après je fais pleurer. Et après je fais rire de nouveau. Et après je suis au niveau des larmes. Hein. Et ça fait que le public il lâche. Tu l'emmènes à ce niveau-là où le rire devient libérateur, où les larmes aussi, et à un moment donné il se laisse aller. Mais alors, le nombre de personnes qui pleurent sur Ma mère l'Algérie, c'est impressionnant. Ça pleure vraiment beaucoup de gens pleurent. Ils sont touchés. Parce qu'en plus, rapport mère-fils, enfin, enfant avec sa mère, donc c'est sûr que c'est sensible. Et donc, pour revenir à la question, donc je me sers du théâtre
aussi pour organiser ça, dans le sens où je théâtralise par le geste, par ma position scénique. Donc je ne suis pas assis, ce que je peux aussi, je sais le faire, ne pas bouger. Vous me racontez, des fois les gens sont surpris, quand je fais un récit des millénies, je ne bouge pas. Oui, je suis capable de ne pas bouger pendant 1 heure et demie, même si tu vous n'es pas obligé de te mettre en camisole. Comme ça, je fais ça. Parce que là, on voit que tu es comme ça. Je leur dis, regarde, je tiens les mains. Bon, les mains parlent un petit peu, c'est les orteils. Mais, mais sinon, voilà, donc je me sers de l'espace. Et donc, c'est là où je théâtralise. Et je suis dans cette capacité d'être toujours à cette frontière où j'incarne. Je suis dans l'incarnation. Et après, hop, mais tout de suite, je suis capable de moduler et hop, de nouveau, il y a le narrateur qui conduit l'histoire. Avec le deuxième volet, donc Baba la France, je suis rentré dans une autre dimension. Et là, la frontière a été posée. D'ailleurs, ça parle presque de ça, puisque je enterre mon père, enfin, je le jette dans la mer, dans cette frontière qui n'existe pas entre les deux rives de la Méditerranée. Donc je le dépose, ce corps de mon père qui a disparu. Enfin, dans l'histoire, mon père est toujours vivant. Papa, bonjour papa. Et donc, là, j'ai choisi de travailler avec un chorégraphe. Donc encore le geste était important. Il était nécessaire pour moi d'avoir du geste, d'avoir du corps qui s'exprime là, par rapport à ce qu'on a discuté en aparté sur la violence, par exemple, du père. Comment aller plus loin, de porter le verbe. Mais et deux fois, et même dans ce travail-là, il y a quelque chose où je suis toujours aussi à la limite de danser. Je ne suis pas un danseur, mais je travaille avec un chorégraphe, donc je dessine des choses, parce que c'est en écho aux mots. Voilà, ça devient le prolongement des mots, le corps. Et c'est un texte qui est assez littéraire, que j'ai cassé après. Suite à une discussion qu'on a eue aussi tout à l'heure sur le rejet que les gens ont pu avoir au début sur ce texte. Mais après, à force de le jouer, bien sûr, c'est devenu une pâte molle. Et donc, j'ai moins été à articuler. Je l'ai plus digéré, donc c'était plus, je coulais, les mots coulaient davantage. Et donc là, du coup, on était plus, on voyait plus le travail, on voyait plus l'exercice, et on entendait une histoire. Parce qu'au début, il y avait l'exercice. Mais du coup, d'être confronté à cet exercice, c'est là aussi qu'on peut parler de théâtralisation, a enrichi et qui a donné une dimension. Voilà. Je pense que les gens, quand ils voient ce spectacle-là, il y a une ouverture de l'imaginaire qui est très très forte. Ça parle de l'urbain, ça parle des usines, ça parle de tout ça. Moi, ce personnage-là, cet enfant qui nous emmène dans la forêt. Et là, c'est intéressant au niveau du récit, c'est que dans Baba la France, dans l'écriture, qui est à la fois, où il y a aussi les apports du théâtre pour moi, c'est que c'est Hercule. Il y a les travaux d'Hercule. D'ailleurs, je pose la question 2 fois quand je faisais ça avec les collégiens. Je leur disais, attention, bien sûr, la guerre d'Algérie est au programme. Mais il y a une chose qui est au programme, c'est les travaux, c'est Hercule. Et trouvez-moi les travaux d'Hercule. Ah bon, je dis, mais c'est comme ça qu'on construit aussi un récit moderne aujourd'hui. C'est aussi en s'appuyant sur des mythes. Et je dis, il y a Hercule là. Ah oui. Et je me suis servi des travaux d'Hercule pour me rendre mon père le héros, qui va mourir, il est héros malgré lui. Et donc dans tout, jusqu'à l'interrogatoire par la police française à la fin dans une cave, c'est Hercule quand il va aux enfers. Et en plus, je prends carrément des bouts de texte. Ils sont fondus. Là, c'est l'apport aussi d'une écriture, on va dire, comme on peut se servir du matériau quand on écrit une pièce de théâtre, ou un monologue, ou un récit. Donc là, l'intrusion, il est là. Et je ne suis plus dans Baba, dans l'échange avec le public. À la limite. Je suis à la limite. Je parle, je raconte. Donc je suis dans une adresse, mais il n'y a pas le 4e mur, mais il y a un voile. Il y a un voile. Il y a quand même un voile. Et je joue sur ce trouble-là. C'est comme si, mais c'est pour l'emmener. C'est pour l'emmener. Du coup, tu emmènes les gens de l'autre côté du voile. Voilà.
le troisième volet, et là j'ai franchi vraiment le Rubicon. Alger Terminal 2, je suis allé chercher un metteur en scène qui m'a dit tout de suite, je ne connais rien au conte, je n'ai pas envie de travailler avec ça, avec toi, je comprends, l'Algérie. Bon, j'ai fini par le convaincre. Il était sur une mise en scène de 9 heures avec, je sais pas, 25 comédiens, musiciens, CDN et tout. Julien Beaufier, je te salue, et mon frère. Et après, on est quand même parti là-dessus, raconter l'Algérie des années 90 avec l'histoire de l'immigration. Par rapport à ce qu'on s'est dit, voilà, je te racontais tout à l'heure, le pari. Trouver une musicienne sur le plateau qui allait la voix de la femme qui a disparu et qui allait aussi la voix de l'Algérie. La terre-mère, la terre qui souffre, celle des femmes. Donc j'avais ça, donc c'est moi qui l'ai écrit, ce récit qui traverse comme ça tout un parcours un peu comme dans l'écriture que tu connais, puisque aussi c'est cyclique, un peu oriental, hein, et ça, et donc dans Ma mère l'Algérie, il y a un tout petit peu ça, dans Baba la France, énormément, puisqu'on part de la fin pour arriver à la fin, et dans Alger Terminal 2, c'est pareil, c'est un récit qui est très cyclique, il n'y a que des allers-retours, il y a deux dimensions. L'homme coincé dans un aéroport, on comprend en fait quand il est coincé dans sa mémoire, il est dans un aéroport, il ne sort pas de l'aéroport, et en même temps, on emmène, on part dans l'enfance en France, on revient en Algérie dans les 90, et voilà, il y a ces deux niveaux de lecture. Et il y a de la vidéo. Et il y a une scénographie. J'avais jamais fait de scénographie dans ce spectacle. Je parle de conte, hein. J'avais fait du théâtre, hein. J'étais revenu au théâtre, entre-temps, je dis, enfin, avant, j'avais fait, bien sûr, j'avais travaillé des scénographes, et un spectacle de marionnettes, bon voilà, j'ai fait des choses comme ça. Mais là, depuis que j'étais rentré dans l'univers de l'oralité, c'est ce qui nous intéresse là, toi et moi, et j'ai fait à pas à la scénographie des sacs, de la terre dans des sacs que j'exclate, des objets, comment jouer avec tout ça, c'est la mémoire. Je convoquais la mémoire dans les, voilà, comme si tous mes objets. À la fin d'ailleurs, je rassemble tout. Je fais une scène très tragique, mais je rassemble tout. Voilà. Donc, et là, longtemps, ce qui est intéressant avec Julien, c'est qu'il n'a jamais su comment travailler au début avec moi. Pour lui, c'était emmerdant parce que déjà, bon, l'écriture, il l'a accepté, on l'a décortiqué, tout ça, il a accepté ça. Mais ce que tu vas comprendre, c'est l'adresse. À qui je parle? À qui je parle? Et ça a été dur. Ça a été dur. Ça a été dur pour lui. Et c'est là, c'est intéressant. Parce qu'il a fini par accepter aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'intrusion aussi de plus en plus. Moi, je vois des gens qui se mettent à parler, on retient. Le récitant, il est là. Et dans le théâtre, ça revient beaucoup. Et il y a eu des théâtres vraiment assez narratifs même aujourd'hui. Et là, il a compris après, Julien. C'est que maintenant, on est presque revenu au début de Ma mère l'Algérie. Et quand je raconte, c'est beaucoup plus simple, je pars du public. Et je leur dis, ben voilà, moi je suis parti, je raconte l'histoire du douanier qui m'interroge, que j'ai écrit en Algérie. Qu'est-ce que vous venez de faire ça? Je vais marier mon fils. Pourquoi? Parce qu'il veut se marier avec une musulmane. Pourquoi? Il est musulman. Vous n'êtes pas musulman? C'est les questions qui se posent au début. Je dis, moi je me suis jamais posé la question. Je ne me suis jamais posé la question. Et je raconte l'histoire du petit Jésus. Et là, je suis avec mes objets. Et si tu veux, dans ce travail, dans Alger Terminal 2 maintenant, la dernière fois qu'on l'a joué au Théâtre de l'Ange, on est arrivé exactement où je pensais qu'on pourrait arriver, moi. C'est-à-dire, je fais les allers-retours. 2 fois, je raconte. Je suis en train de raconter au public mon histoire. Et en même temps, 2 fois, je suis dans mon histoire. Et elle a 2 étages. 2 fois, je suis avec mon personnage là qui est enfermé dans sa mémoire. Et puis 2 fois, je suis en train d'incarner. Je suis jeune, en train de courir là, alors qu'il y a le massacre derrière moi, les projections, c'est super. Ou je suis dans le bordel, je raconte comment. Et du coup, je raconte, je suis un récitant. Mais je suis aussi en train de jouer avec toutes ces femmes là qui sont. Que j'ai 20 ans, qui sont dans ce bordel, en campagne. On dirait Jacques Brel, c'est exactement ça, ou dans Fellini, voilà, donc, et aujourd'hui, j'ai poursuivi ce travail-là,
j'ai poursuivi ce travail-là jusqu'à des formes de plus en plus théâtrales, on va dire, mais où il y a toujours cette notion de je raconte une histoire qui est présente. Et c'est là où je reste toujours c'est pas un entre-deux pour moi, c'est dans cette liberté.